Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et pour continuer, Poulain sans réserve, notre invité est Michel Vivorca. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais vous avoir au micro de Sud Radio pour parler de la violence dans la société, puisqu'on a vu bien sûr la violence à Crépol avec ce jeune Thomas, 16 ans, poignardé, qui est enterré aujourd'hui. On a vu les émeutes à Dublin également. Et l'idée que, est-ce que la société s'enfonce avec bien sûr la résurgence de l'antisémitisme qu'on croyait avoir mis derrière nous. Quel est le regard du sociologue aujourd'hui sur les dérives de la société française et européenne en général ? C'est un regard qui ne peut que regarder les choses, si je peux dire, en termes de complexité. S'il y avait juste une seule évolution dans un seul sens, je vous dirais c'est une situation qui va être de plus en plus catastrophique. S'il n'y avait qu'une évolution dans l'autre sens, je vous dirais ça va de mieux en mieux. On ne peut pas dire ni l'un ni l'autre. Je vous donne un exemple. Le nombre d'homicides, depuis 1995 à peu près, n'avait pas cessé de baisser. Il a un peu réaugmenté, mais pas beaucoup, en 2021. Donc si on regarde les homicides, ça va plutôt mieux. Si on regarde le terrorisme, il y a des années où il y en a beaucoup, des années où il y en a moins, etc. Et donc, il est difficile d'avoir une vision d'ensemble. Par contre, ce qui caractérise notre société, c'est que la violence est une sorte de tabou. On n'en veut pas. Il y a eu des époques où la violence avait une certaine légitimité. Elle était révolutionnaire, elle était insurrectionnelle, par exemple. Aujourd'hui, c'est très rare que l'on défende l'idée de violence, encore que, un petit peu, quand on vous dit, par exemple, s'il n'y avait pas eu la violence, les gilets jaunes n'auraient pas obtenu ce qu'ils ont obtenu, ce genre de choses. Mais quand même, dans l'ensemble, notre société est très sensible à la violence, ça oui. Ça, c'est certain. Sensible, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une génération, qui s'accoutume à la violence et qui l'utilise finalement de manière plus décomplexée que les aînés ? Alors, bien sûr qu'on voit des actes de violence qui nous étonnent par rapport à ce qu'on a pu connaître un peu avant. Mais là aussi, il faudrait quand même avoir de la mémoire un petit peu plus longue que les 10 ou 20 dernières années. Je donne un exemple. Peut-être que certains auditeurs connaissent le film Casque d'or. Casque d'or, ça raconte une histoire où il y a des personnages, ce sont des Apaches. Les Apaches étaient des jeunes, des classes dangereuses, si vous voulez, des voyous de banlieue qui faisaient peur, etc. Bon, aujourd'hui, on a aussi des phénomènes de bande. Bien sûr. Mais vous voyez, en permanence, je vous invite à relativiser les choses, parce que quand on regarde sur la longue durée, c'est pas tout à fait ça. Et puis, deuxièmement, on est tellement dans une subjectivité de la violence, tellement convaincu qu'il y en a plus, qu'il y en a beaucoup, que parfois on construit des raisonnements et ensuite on met les faits dans ces raisonnements, même si le raisonnement n'est pas fondé. Là, on vient de le voir avec Thomas, justement. Bon, je crois que son enterrement, c'est aujourd'hui. Oui, c'était ce matin. C'était ce matin, et donc, évidemment, émotion. Je voulais le dire aussi. Mais j'étais sur un plateau de télé le jour même, le jour où on a appris tout ça. Et aussitôt, le Rassemblement national, Marine Le Pen, faisait savoir que c'était une razzia. Et j'avais à côté de moi sur ce plateau un député Rassemblement national, qui laissait entendre que tout ça avait à voir avec, il était de Marseille, les problèmes de Marseille, pour aller vite. Eh ben non, c'est un phénomène, si j'ose dire, plus classique qu'on vient de voir. Apparemment, je le dis encore avec prudence, parce qu'on apprendra peut-être... l'enquête est en cours, on n'a pas encore toutes les informations. Encore d'autres choses. Mais voyez, comme il y a une énorme sensibilité à la violence, il y a des partis politiques, de tout genre d'ailleurs, là c'est celui-là, qui la font rentrer dans les cases de leurs idées toutes faites, même si ça n'y rentre pas vraiment. On voit un vrai antagonisme très fort en fait dans la société. On a l'impression qu'il faut systématiquement choisir son camp, qu'on ne peut pas condamner toutes les violences, mais que certaines vont être condamnées par un camp et d'autres par un autre, puisqu'il y avait aussi ce jardinier Mourad qui avait pris un coup de cutter par un Français sexagénaire. Est-ce qu'il y a là aussi un jeu politique qui devient plus violent aussi dans les prises de parole, dans l'utilisation de ces drames pour animer ce débat de manière violente ? Alors, vous avez raison de distinguer deux niveaux, en quelque sorte. Il y a la vie sociale, la vie de tous les jours, où il y a des moments de violence, et la question qui se pose, c'est celle du lien avec l'autre niveau, le niveau politique. Est-ce que ça communique ? Est-ce que quand, dans l'Oise, il y a cette affaire, ça a quelque chose à voir avec le débat politique ? Ou ça en est très loin. Est-ce que le drame
qui aboutit à la mort de Thomas, ça a quelque chose à voir avec la politique ou c'est une affaire plus de rixe locale, si je peux dire, de sortie de balles ou ce genre de choses. Donc, bien sûr, dans certains cas, ça communique, dans d'autres, ça ne communique pas. Et donc, il faut voir ce qui se passe au niveau politique aussi. Alors, est-ce qu'il y a plus de violence dans le discours politique ? Là aussi, si on prend un peu de recul, il y a des époques où c'était très très violent, y compris à l'Assemblée, mais d'une violence même inouïe. On disait des choses qu'on n'oserait pas dire aujourd'hui. Donc, il y a ce qu'il y a, je vais vous dire, parce que je crois que c'était ça le point sur lequel vous mettiez l'accent. On est dans une société où le débat serein est difficile. Merci de m'avoir invité. Le débat serein, c'est-à-dire que le débat se polarise trop vite, tout de suite. On est d'un côté ou on est d'un autre. Et beaucoup de ceux qui participent au débat, plutôt que de chercher à le construire, à raisonner, à argumenter, à s'appuyer sur des faits, sur des données réelles, si je peux dire, eh bien s'emballent dans leur vision toute faite, si je peux dire. Et donc, il y a dans notre société un manque de nuances, un manque de volonté d'écouter les autres, de discuter, d'échanger, ça c'est très net, même s'il y a beaucoup de lieux comme le vôtre où l'on échange et on discute. Mais c'est pas nouveau parce que si on remonte, et c'est pas si loin, 2002, l'élection présidentielle qui avait été hackée en quelque sorte par cet événement, Papivois, ce retraité qui avait été molesté chez lui et qui avait propulsé Jean-Marie Le Pen à l'époque au second tour de l'élection présidentielle. Ça avait été une surprise pour tout le monde. Depuis, Marine Le Pen est quasi systématiquement au second tour de l'élection présidentielle et ce thème de la sécurité, de l'autorité, de la violence devient un thème central du débat politique quand même. Alors vous avez raison, et on pourrait citer une autre campagne présidentielle qui a été, comment dirais-je, dominée par le thème de la violence, c'était l'affaire de la grotte d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie. Donc d'un seul coup, à chaud, si je peux dire, une affaire terrifiante. Bon, donc oui, en fait, en France, le débat actuel, il a commencé à se construire au milieu des années 70, avec Perfit, ministre de l'Intérieur, qui remet un rapport, je n'ai pas le titre exact en tête, mais quelque chose comme un rapport sur la violence et l'insécurité, et qui introduit le thème de l'insécurité. Avant, le thème, c'était pas la violence, c'était le gauchisme. Raymond Marcellin, les plus âgés s'en souviennent, Raymond Marcellin était obsédé par le gauchisme. Donc il traquait les gauchistes. Mais on arrive à la fin du gauchisme, en quelque sorte, et là, on rentre dans l'insécurité. Et ça ne va pas cesser d'occuper le débat public, avec des drôles de débats. Par exemple, je peux le dire d'autant plus que je suis connu comme étant plutôt à gauche, qu'il y a eu un débat entre la gauche et la droite, et où la gauche avait tort. C'était, est-ce qu'il y a ou pas plus d'insécurité ? Alors la droite disait, il y a plus d'insécurité. Et la gauche disait, non, regardez les statistiques, il n'y en a pas plus. Jusqu'au jour où on a dit, mais c'est parce qu'on ne mesure pas les incivilités. C'est-à-dire, vous savez, vous êtes dans le bus, il y a 3 jeunes qui mettent les pieds sur les banquettes et qui se moquent de vous si vous voulez vous asseoir. Vous rentrez chez vous, il y a une bande de jeunes dans le hall de l'immeuble qui crachent devant vous, que sais-je. Ça, c'est pas enregistré par la police, ces choses-là. Et bien, quand on prenait ça en compte, là, on voyait qu'il y avait un climat beaucoup plus fort d'insécurité. Et puis, le tournant a été fait par tout le monde, et dans les années 90, et ensuite, tout le monde a effectivement une grande sensibilité dans le monde politique à l'insécurité. C'est devenu le thème central. Et puis, il y a aussi cette montée des partis d'extrême droite. Geert Wilders qui vient de gagner aux Pays-Bas sur le discours aussi xénophobe, d'une certaine façon, de dire l'accueil, ça suffit, de lier aussi la politique d'accueil à l'augmentation de l'insécurité. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui devient très récurrent dans tous les pays européens. Tout à fait. Et là encore, il faut s'intéresser aux grands changements sur la durée. Dans le temps, l'extrême droite, c'était elle, la violence. 1934 en France, les ligues, etc., le climat de violence était entretenu à l'extrême droite. Aujourd'hui, des partis, je vais parler de la France plutôt que des Pays-Bas, un parti comme le Rassemblement National se présente comme le garant du refus de la violence. Et je dirais même du refus de l'antisémitisme, vous en avez dit un mot tout à l'heure, du refus d'un certain nombre de choses qui étaient plutôt de son côté. Et donc les choses bougent dans ce désir de sécurité et dans ces appels à la lutte contre la violence. C'est plus forcément les mêmes qui sont victimes et qui sont coupables, ou en tout cas qui disent qu'ils sont victimes ou qui disent qu'ils sont coupables. On en reparle dans un instant avec vous, Michel Vieux-Vorca. Restez avec nous sur Sud Radio. On parlera bien sûr de cette marche contre l'antisémitisme et puis de ce rôle que prennent les différents partis. À tout de suite sur Sud Radio.
Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain. Et de retour pour Poulain sans réserve jusqu'à 13h avec notre invité Michel Vievorka. Bonjour, bonjour. Sociologue, nous parlions de la violence dans la société. Vous êtes aussi auteur d'un dernier livre, La dernière histoire juive sur l'âge d'or et le déclin de l'humour juif aux éditions de Noël. Livre qui est sorti bien avant, bien sûr, les exactions du Hamas du 7 octobre. Qu'est-ce qu'il dit, ce livre, sur la culture juive, finalement, aujourd'hui, et bien sûr à l'aune de ce qui est arrivé et du climat actuel? Le livre est sorti juste après, mais il avait été écrit avant, et d'une certaine façon, malheureusement, ce qui s'est passé ne rend pas caduque ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Bon, c'est un livre où un certain nombre d'histoires juives qui sont très drôles, et qui sont destinées à un public juif et non juif. C'est ça les histoires qui m'ont intéressé. Un peu comme quand vous voyez les films de Woody Allen ou Gérard Houry, Rabbi Jacob, si vous voyez, un humour juif, mais qui est universel, qui s'adresse aussi à des non-juifs. Et donc, ce que je montre dans le livre sur l'humour juif, c'est que, au départ, dans les années 60, 70, il y a une grande ouverture à un humour de ce type, c'est-à-dire à une certaine bienveillance. Parce que l'image d'Israël est très positive. C'est le pays qui a battu une coalition de pays arabes, c'est David qui a battu Goliath. Parce que il y a une vitalité culturelle dans le monde juif qui touche un public beaucoup plus large, des grands écrivains, des artistes, du cinéma, etc. Et c'est le début de la prise de conscience de ce qu'a été la Shoah. Le mot date de 85 seulement. Donc, si vous voulez, il faut pas croire du tout qu'en 45, 48, 50, on parlait beaucoup de la Shoah. C'est pas vrai. On en a vraiment pris la mesure aux États-Unis, en France, dans ces années 70, 80. Et donc, il y a une période de bienveillance qui s'ouvre pour le monde juif, qui du coup rentre beaucoup plus en communication aisée avec le reste de la vie sociale, et les choses sont fabriquent plutôt un certain bonheur pour les juifs de diaspora en France ou aux États-Unis. Et puis arrive la fin des années 90, les années 2000, l'image d'Israël est de plus en plus dégradée. La Shoah, l'effet de sidération initiale s'estompe, elle s'institutionnalise, si vous voulez. Il y a des musées, des programmes scolaires, des visites d'Auschwitz, il se met en place plein de choses qui montrent qu'on en parle beaucoup plus, mais aussi qu'on dit qu'il y a d'autres souffrances historiques, il faudrait parler d'autres choses, etc. On commence à... Et puis ensuite viendra le thème de poids, de mesure, des choses comme ça. Et donc pour différentes raisons, il y a de moins en moins de bienveillance à l'égard du monde juif, qui lui-même, surtout à travers ses institutions, évidemment se rétracte. Quand il y a moins de bienveillance, on se rétracte. Et donc mon livre montre cette évolution à coups de blagues, si je peux dire, d'histoires juives qui viennent illustrer, ponctuer d'abord cette période de bonheur, en quelque sorte, puis cette période de plus en plus malheureuse, et qui se termine juste avant Gaza, parce que évidemment, je ne pouvais pas imaginer Gaza, mais j'imaginais par contre des très grandes tensions internes à l'intérieur d'Israël et entre Israël et les Juifs du reste du monde. C'est le cas d'ailleurs avec une certaine dérive du gouvernement de Netanyahou qui voudrait censurer le journal Haaretz parce qu'ils ont fait leur travail et qui commence à se durcir de manière assez terrible. Il y a là aussi une dérive illibérale du régime de Netanyahou. Alors cette dérive, elle est ancienne. Et avant même qu'il soit aux affaires, l'assassinat de Begin en 1995, je crois, 1995, ça marque la fin des espoirs nés avec les accords d'Oslo, et dans un climat, c'est un extrémiste d'extrême droite qui assassine Rabin, un Israélien, et à partir de là, la politique très droitière et qui deviendra d'extrême droite de Netanyahou, va commencer à prospérer dans ce pays, et quand Netanyahou lui-même arrive aux affaires, là c'est vraiment, si je puis dire, de pire en pire. Et donc, avant même cette guerre, et cette situation présente, la situation d'Israël était catastrophique. Nous avons avec nous un auditeur, Claude de Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour
André Berkoff, bonjour à vos invités. Non, c'est Alexis Poula, mais bien essayé. Bonjour Alexis Personne Poula, n'est parfait. C'est l'habitude. Le vendredi, c'est Alexis. Voilà. Oui, je voudrais dire, il y a deux choses que je souhaiterais dire. C'est d'une part, dans le débat sur la montée de la violence ou la référence à l'ensauvagement, moi, j'aime pas trop dans ces débats qu'on débouche très vite sur l'extrême droitisation des gens qui manifestent le fait qu'ils se sentent plus en danger qu'avant. Et j'entendais ce matin sur une autre émission d'une autre. Je crois que c'était dans l'émission avant midi, j'entendais parler d'une extrême droite haineuse. Et alors, en parlant de gens qui ont manifesté, notamment en Irlande ou ailleurs, moi, je crois que, en fait, moi, je suis à Perpignan depuis 4 ans et je dois vous dire que je constate à Perpignan l'augmentation rapide quand même de toutes ces femmes jeunes habillées de noir de la tête jusqu'aux talons. Et c'est un peu, pour moi, ce qu'on appelle l'extrême droite haineuse. C'est simplement des gens qui veulent pas qui veulent pas voir la France devenir un pays de femmes portant le voile. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect de ma demande, c'est avec Michel Vivorka, on avait fait un débat au Sénat dans les années 90 sur le thème de la violence. C'était dans le cadre des débats de l'IRC, peut-être s'en souvient-il. Et en tout cas, à l'époque, la référence qu'il avait à la violence, c'était le caillassage d'un bus. C'était le début des caillassages de bus dans les banlieues. Il avait d'ailleurs expliqué, parce que c'est son boulot de sociologue, d'expliquer aussi pourquoi, que c'était parce que les jeunes n'étaient pas contents que le bus s'arrête pas là où ils étaient et qu'il fallait qu'ils aillent jusqu'à l'arrêt à pied, etc. Et c'est vrai que quand on remonte... Alors, je veux dire qu'à l'époque, la violence dont on parlait, les cas significatifs, c'était ceux-là, caillassage de bus. Ouais. Bon, aujourd'hui, on voit ce qui brûle, on voit, etc. Et puis, la référence temporelle aussi, moi, m'embête un peu, parce que quand on remonte à Casque d'Or, oui, il y avait des attaches, mais je veux dire, pour moi, c'est de la régression de remonter à Casque d'Or, parce que ça veut dire qu'il y a eu après Casque d'Or une époque où il y avait quand même... Moi, on allait à l'école, on laissait ses enfants partir à l'école à pied, je veux dire, il y avait... Or, aujourd'hui, tout ça, finalement, maintenant, les personnes sont protégées et tout. Donc, je crois quand même qu'il faut reconnaître que la violence augmente en ce moment, et puis il ne faut pas uniquement l'extrême droitiser, parce que c'est un peu court. Merci Claude. On va laisser la parole à Michel Vivorka qui va vous répondre à toutes ces questions. Extrême droitisation de la société, une violence accrue, bien sûr une certaine tendance à l'islamisation de certains quartiers. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Claude? Écoutez, il y a deux choses. Il y a l'analyse et il y a les faits. Bon, les faits, alors ce que vous dites sur les femmes voilées et noires, oui, certainement. Là-dessus, il n'y a aucune contestation, c'est un phénomène qu'on observe. Ensuite, ce que vous dites du rapport au passé, à l'histoire, moi je crois que ça n'est pas inutile. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'effectivement, il y a ça a monté, si je puis dire, en gravité dans certains cas. Nous n'avions pas, au moment où je vous avais croisé, nous n'avions pas encore, heureusement, si je peux dire à l'époque, le terrorisme qu'on a connu ensuite. Il y a quand même eu l'attentat de la rue des Rosiers. Alors, très juste, mais très intéressant. L'attentat de la rue des Rosiers et l'attentat de la rue Copernic, quelques années plus tôt, ce sont des attentats antisémites, mais qui ne viennent pas de l'intérieur de notre société. C'est des groupes qui viennent du dehors, qui métraillent, qui posent une bombe, que sais-je, mais qui viennent du dehors. Et à cette époque-là, je prends surtout rue Copernic, on a cru que c'était l'intérieur de notre société qui se révélait, si je puis dire, de cette manière, et que c'était l'extrême droite. Il y avait un groupuscule qui s'appelait la FAN, qu'on a accusé au moment de la rue Copernic. Et on a mis longtemps à comprendre que ça venait non pas du dedans, mais du dehors. Ouais. Bon. Mais aujourd'hui, c'est du Mohamed Merah, c'est du dedans, ou plutôt, c'est global. Aujourd'hui, alors là, on parle du terrorisme maintenant un instant, mais ce sont des phénomènes qui sont à la fois à l'intérieur de la société et à l'extérieur. Des gens issus de l'immigration qui vivent en France et qui sont en relation avec Daesh, avec des centres, si je peux dire, d'organisation de ce terrorisme qui sont très lointains. Donc c'est un phénomène global.
Peut-être un dernier mot. Un dernier mot, puisqu'on va devoir... vous savez, j'avais parlé des caillassages de bus, c'était intéressant, mais il y avait aussi les émeutes urbaines. Il y en a toujours eu. Depuis 81, il y a des émeutes urbaines. Il y a eu des voitures brûlées. Chaque année, il semblerait qu'il y en ait eu un peu moins à Strasbourg les dernières années. Mais il y avait des voitures brûlées chaque année pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. C'était une tradition locale. Bon, donc, n'oublions pas, sans forcément, je suis d'accord avec vous, revenir à Casque d'Or. Bien, merci beaucoup Michel Viorca. On doit malheureusement clore cet entretien, mais on en reparlera bien sûr prochainement sur Sud Radio. Tout de suite, c'est la culture dans tous ses états. Pour la sortie du film Napoléon, André Berkoff reçoit Thierry Lentz, le grand spécialiste de Napoléon. Il analysera le film et donnera son avis. À tout de suite sur Sud Radio. On reste ensemble. Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.